Bonjour Steve. Shlomo, on vous retrouve comme chaque semaine pour Pont Neuf. Shlomo, vous recevez aujourd'hui Joël Ancel. Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Invité de Pont Neuf aujourd'hui, Joël Ancel, pour parler de son livre Lévinas avant la guerre, une philosophie de l'évasion, paru aux éditions Manussus. Joël Ancel, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancienne, et je vous le présente, vous êtes ancienne élève de l'École normale supérieure, directrice de programme au Collège international de philosophie, membre de la CIREL, la Société internationale de recherche sur Emmanuel Lévinas. Et on va parler de votre livre, mais d'abord, vous vivez en Israël, vous vivez à Jérusalem. Les lettres israéliennes ont été frappées par la disparition de l'écrivain A.B. Yehoshua. Avraham, on l'appelle Bouli. Yehoshua, c'est son surnom. C'est une lourde perte. Oui, tout à fait. Il y a eu Amos Oz il y a déjà quelque temps, mais pas si longtemps que ça. Et maintenant, Aleph Bet Yehoshua, c'est effectivement une grande perte pour les lettres israéliennes, pour la littérature mondiale. Hein. Alors, on a souvent, on le fera pas avec vous, mais on a souvent un questionnaire Pont Neuf à la fin de l'émission où on dit êtes-vous ceci ou êtes-vous cela? Oui. Êtes-vous Tolstoï, êtes-vous Dostoïevski, êtes-vous... Alors, est-ce que vous êtes, parce que c'est un tandem, Yehoshua et Amos Oz, est-ce que vous êtes Amos Oz ou vous êtes Avraham Bouli Yehoshua? Ah, c'est presque un dilemme, mais plutôt Amos Oz, mais sans que ça signifie que Aleph Bet Yehoshua, que ça soit moins bien ou de moins bonne qualité. C'est un choix personnel, c'est une question de goût, d'affinité. Alors, je vous rassure, on va pas prolonger là-dessus. Nous rendrons hommage d'ailleurs à ce grand romancier israélien en recevant jeudi prochain Jean-Luc Alouche, qui est à la fois son traducteur et son ami. Alors, Joël Ancel, on en vient à votre livre, et la caractéristique de votre livre, c'est qu'il porte sur le jeune Lévinas, le Lévinas d'avant la guerre, et vous remontez très exactement à la publication d'un livre en 1935 de l'évasion. Et vous dites que ce livre a une place stratégique dans l'œuvre du philosophe. Pour quelle raison ? Alors d'abord, il y a une question passionnante toujours et intrigante qui se pose quand on a affaire à un grand philosophe. C'est comment est-il devenu philosophe ? Comment commence-t-on à penser même de manière générale ? Et qu'est-ce qui, à partir peut-être d'impressions qu'on ne peut pas vraiment exprimer par des mots, qu'est-ce qui va donner lieu à une philosophie ? Et il y a une question dont Lévinas a dit que c'était la question qui l'avait préoccupé d'emblée, pratiquement, dans sa jeunesse, dans son enfance, puisqu'il était de culture russe. Il est né à Kovno, aujourd'hui c'est Kaunas, mais c'était Kovno, donc c'était la partie de la Lituanie qui à l'époque était au début du XXe siècle, quand Lévinas naît en 1906, et sous la domination des tsars. Donc il était de culture russe, et ses premières lectures, il y a eu la Bible, mais il y avait aussi les classiques russes, donc Dostoïevski, Tolstoï, Tourgueniev, Lermontov, Pouchkine. Et il dit qu'il a alors découvert, en lisant ces auteurs, la question du sens de la vie sous la forme de la question du sens de l'humain. Et ça, c'est une question qui est centrale de l'évasion. Comme d'ailleurs dans les autres écrits, pratiquement la même année, Lévinas a des écrits où il analyse, il dénonce ce qu'il appelle la philosophie de l'hitlérisme, donc le racisme, l'antisémitisme, le néopaganisme, inhérent à l'hitlérisme, à une époque où on ne les discernait pas forcément. Et c'est cette question du sens de l'humain, même parlant de l'hitlérisme, il dit c'est l'humanité de l'homme qui est en jeu. C'est la civilisation européenne, mais c'est l'humanité de l'homme. Et c'est cette humanité de l'homme qui est la question centrale de toute son œuvre. Et ça commence avec de l'évasion. Alors, vous insistez sur l'ancrage lituanien
de Lévinas, mais vous en faites un philosophe français et vous évoquez ses admirations françaises. Vous citez Bergson. À votre place, il y a quelques semaines, il y avait Emmanuel Kessler qui a fait un essai sur Bergson, et on a parlé de ce rapprochement entre Bergson et Lévinas. Mais vous diriez que c'est dans cet ordre-là que ça se présente: Bergson, Jean Wahl, Gabriel Marcel? Oui, alors cette philosophie, c'est une philosophie de la liberté. Et donc, qui n'est pas de la responsabilité. Il n'y a pas autrui. Il n'y a pas encore autrui. C'est ça d'ailleurs qui m'a passionné. C'est une philosophie, un homme, l'homme est seul, l'homme solitaire. Et donc, les problématiques qui préoccupaient le jeune Lévinas, c'est sur ces problématiques-là qu'il a rencontré les grands philosophes français de l'époque. D'ailleurs, ça avait fait d'abord partie de sa formation. Et donc, c'était d'abord Bergson à l'université de Strasbourg. Donc, c'était dans les années 20. Il est arrivé à 17 ans en France en 1923. Et après un an à apprendre le français et le latin, il a commencé ses études de philosophie. Et il les a terminées avec un livre sur Husserl en 1930 qui a été couronné par le prix de l'Institut. Et donc, c'est Bergson d'abord, et puis c'est, oui, effectivement, Jean Wahl, Gabriel Marcel, Louis Lavelle, et chacun de ces philosophes représente une orientation dans le paysage philosophique français des années 30, qui rencontre les préoccupations du jeune Lévinas, qui commence, lui, il est tout jeune, il est beaucoup plus jeune qu'eux, il n'est pas connu à l'époque. Il commence son chemin de pensée. Donc, il trouve chez Bergson la possibilité de penser la radicale nouveauté, pas un temps qui se répète sans cesse, un temps monotone, mais un temps où la nouveauté intervient, l'imprévisible, c'est la durée. Il trouve chez Louis Lavelle l'importance aussi de l'existence. La question de l'existence, c'est une grande question qui ne surgit pas seulement après la guerre avec l'existentialisme, mais ça préoccupe aussi bien Lavelle que Gabriel Marcel, que Jean Wahl. Et avec Jean Wahl, aussi le retour vers le concret. Il faut retourner vers le concret. Avec Gabriel Marcel, l'importance de la relation avec autrui. Mais Lévinas, à l'époque, ça ne l'intéresse pas. Donc, c'est quelque chose qu'il va, pour ainsi dire, garder de côté pour le développer ensuite. Il y a aussi ses maîtres, et il y a notamment Braunschweig, qui était son professeur. Il a étudié avec Braunschweig. Et vous dites quand même que, enfin, vous le citez disant « J'étais aussi loin de lui par les idées qu'il m'était cher par le cœur ». Alors ça, c'est pas de Lévinas, c'est le jeune Jankélévitch qui, lui, à la différence de Lévinas, parce que Léon Brunswick, qui était Léon Brunswick, c'était une figure centrale, c'était un grand professeur à la Sorbonne, il siégeait dans toutes les instances aussi. Oui, il était un peu moqué par beaucoup de jeunes philosophes. Il était moqué par beaucoup, bien à tort, et lui, donc, menait une réflexion à partir des sciences, mais c'est surtout un rationalisme qui dénonce la fascination de l'irrationnel, de tout ce qui fait perdre à l'homme le contrôle de lui-même et qui va l'amener sous le coup de la passion à faire toutes sortes d'actes dont à l'époque on sait bien dans cette période des années 30 à quoi ils ont pu mener. Donc Lévinas, ce qu'il trouve chez Brunswick, c'est précisément ce rationalisme qu'il critique par ailleurs. Il a des critiques, mais ce rationalisme qui permet d'échapper aux séductions du sacré et de l'irrationnel. Et ça, ce sera quelque chose de très important après la guerre, quand autrui paraîtra. Mais c'est déjà là, avant la guerre. C'est une sorte d'allergie à justement ce qui fait perdre à l'homme le contrôle de soi et ce qui l'entraîne, ce qui le domine au point qu'il ne puisse plus agir comme un être libre, en réalité. Alors, dans l'avant-guerre, il y a la rencontre avec Heidegger, et vous expliquez que le séisme hitlérien, c'est-à-dire la compromission de Heidegger avec le nazisme, n'est pas le seul élément qui a joué dans le divorce entre Lévinas et Heidegger. Il sentait déjà que c'était pas très ragoûtant.
Oui, alors il y a deux choses, hein. Parce que le séisme hitlérien, c'est vraiment au moment où Hitler monte au pouvoir. Bien que Lévinas ait déjà vu le vent tourner, puisque aux élections au Reichstag, au Parlement allemand, au juillet 1932, le parti nazi avait obtenu un très haut pourcentage de voix. Donc c'était une inquiétude d'ailleurs qui était partagé par d'autres. Et en 1932, donc Lévinas, qui a été informé, la pensée de Lévinas a été informée par cette philosophie de Heidegger, qui avait donc un énorme rayonnement en Allemagne et qui commençait à avoir un énorme rayonnement en France grâce à Lévinas en particulier, grâce aux textes, aux introductions que Lévinas faisait à la pensée d'Heidegger. Il découvre par son ami Alexandre Koyré, qui est aussi une grande figure philosophique de l'époque, la sympathie, comme il dit, la sympathie hitlérienne de Heidegger. Et donc il le dit lui-même dans des termes très frappants. Il dit: et moi qui avais toujours pensé qu'il n'avait même pas pu imaginer qu'il puisse que la distance irréductible entre l'auteur d'Être et Temps, donc c'est la grande œuvre de Heidegger qui l'a ébloui en 1927 quand il l'a lu, et l'auteur de Mein Kampf, Hitler, pouvait avoir quoi que ce soit en commun. Donc ça, c'est un bouleversement extrêmement profond. Et c'est vrai qu'il y a avant une évolution philosophique. Il y a un pressentiment. Voilà, il y a quelque chose, il y a une évolution philosophique où il prend peut-être un peu ses distances, mais après il y a ce bouleversement. Et puis ensuite il y a le séisme hitlérien qui vient et qui est d'une toute autre nature. On ne peut pas mettre les deux sur le même plan, malgré tout. Hein. Le séisme hitlérien, c'est d'une gravité sans pareil. Mais donc un profond bouleversement qui va amener Lévinas, qui avant 1933 s'occupait surtout de problèmes strictement philosophique, à réfléchir sur la liberté, la question de la liberté, mais dans ce contexte où l'hitlérisme attache l'homme à son corps irrémédiablement par le racisme, le juif à sa judéité. Hein. Il les rive à leur judéité. Et donc chercher la voie de l'évasion, précisément. Alors, dans le chapitre sur Heidegger, Joël Ancel, vous parlez de Heidegger, l'usurpateur. Pourquoi l'usurpateur ? Oui, alors c'est pas de moi, d'ailleurs j'ai mis des guillemets, j'aime beaucoup la formule mais elle n'est pas de moi. Il y a eu en 1929 à Davos un célèbre débat philosophique qui mettait aux prises donc Heidegger, qui représentait un nouveau monde. On va retourner vers le concret, enfin pour simplifier beaucoup, vers la réalité concrète, vers l'homme concret, la vie concrète. Et de l'autre côté, Cassirer, qui était un grand philosophe allemand juif d'ailleurs, et qui représentait donc la philosophie des Lumières. Et Kant, la philosophie des Lumières, donc une vision rationaliste avec les valeurs de la civilisation occidentale, donc la liberté avant tout. Et où Lévinas a pris parti, il a un peu regretté par la suite, pour Heidegger contre Cassirer, comme beaucoup d'autres jeunes gens. Hein. Et donc... Enfin, il a pris parti dans un spectacle où il s'agissait d'un jeu de rôle. Oui, bien sûr, il y a eu un spectacle, une revue faite par les étudiants, mais il a vraiment quand même choisi cette orientation à l'époque quand il fallait faire ce choix. Et Heidegger usurpateur, c'est une formule que Cassirer a employée quand justement Heidegger a proposé son interprétation d'Emmanuel Kant, donc le grand philosophe allemand des Lumières, et là Cassirer a dit c'est un usurpateur, il s'est introduit à main armée dans le système de Kant. Et au lieu de dire ce que Kant dit, il lui a fait dire ce que lui voulait que Kant dise. Hein. Il lui a fait dire ce que lui voulait. Donc c'est pour ça en cela, il était usurpateur. Il employait cette formule. Alors, il y a un chapitre intéressant qui s'appelle « Le fait d'être juif ». Et c'est une étonnante interview que je ne connaissais pas personnellement. C'est Françoise Verny qui demande à Emmanuel Lévinas, elle lui dit qu'est-ce que c'est qu'être juif pour vous? Et il a cette réponse qui est tout aussi étonnante. Il dit: c'est une question que je ne me suis jamais posée. Comme je ne me suis jamais posé la question pourquoi je suis un homme. Oui, oui, c'est vrai. Il a fait le coup, si j'ose dire, d'ailleurs avec un autre interlocuteur, François Poirier, en 1986,
quand François Progrès lui demande « On vous définit comme un penseur juif, qu'en pensez-vous ?» Et Lévinas, qui avait beaucoup de réticence et beaucoup de prudence par rapport à cette catégorie dans laquelle on aurait pu l'enfermer et dans laquelle il ne se reconnaissait pas totalement, dit « J'ai toujours été juif, vous savez. J'ai eu des lectures juives. Bien sûr, ça, on sait qu'il a eu des lectures juives. J'ai une vie juive. J'ai toujours été juif. Donc, oui, c'est quelque chose de naturel. Il dit aussi d'ailleurs à Poirier, je me suis toujours intéressé au judaïsme comme à la substance de mon être. Alors ça, c'est le fait d'être juif, c'est-à-dire que c'est pas la question juive, parce que la question juive, d'abord quand ça a été forgé par les antisémites, pour dire eh bien l'existence juive a quelque chose de dérangeant, de problématique. Alors on sait à quoi ça peut mener. Ça a été aussi ramené à l'avant de la scène bien sûr par les nazis avec la solution finale à la question juive. Sartre, avec de très bonnes intentions et de manière absolument respectable, a écrit ses réflexions sur la question juive, mais Lévinas dit même avant la guerre, c'est un fait. Le fait d'être juif, ce n'est pas une question. C'est un fait, et c'est un fait qui est relatif d'ailleurs en particulier au fait que nous avons des sources qui sont les nôtres, qui sont spécifiques, qui ne sont pas encore les sources talmudiques, parce que, comme vous le savez, c'est uniquement après avoir rencontré Chouchani, donc juste après la guerre, qu'il a découvert le Talmud, mais déjà avant la guerre, c'est la Bible, c'est Maïmonide, qui est très important pour lui, et donc, oui, c'est un fait, et c'est un fait qu'on peut expliquer, pour lequel il y a des raisons profondes, des raisons historiques, et donc il refuse d'emblée l'idée que ce sont les antisémites qui pourraient... le juif est juif dans le regard de l'antisémite, donc c'est le regard de l'antisémite qui définit le juif, que le juif serait défini de l'extérieur, c'est un fait, c'est quelque chose qui est là, c'est un donné, ce n'est pas une question. Question de Steve. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce que sa manière d'être juif, de vivre son judaïsme au quotidien a néanmoins évolué avec la guerre? Vous évoluez l'évolution de ses lectures, de son étude? Oui. Oui. Alors il y a quelque chose d'intéressant parce que c'est vrai que Lévinas, lui, venait pas il était né à Kovno, à Kaunas d'aujourd'hui. Mais il n'appartenait pas au milieu des yeshivot. Il appartenait vraiment au milieu des lumières juives, les maskilim. Et donc il avait appris l'hébreu moderne et la Bible sans les commentaires talmudiques. Et donc ensuite, quand il arrive en France, il doit apprendre le français, il doit apprendre la philo. C'est un monde différent. Lui, il venait pas d'un monde francophone du tout. En Lituanie, c'était l'allemand, c'était le russe, c'était d'autres langues, mais pas le français. Il doit apprendre plein de choses. Donc pendant un certain temps, il ne s'occupe pas des textes juifs, et puis il y revient en 1935 en partie, une grande partie à cause des événements, donc de l'hitlérisme. Et quand on lui demande « vous êtes retourné ?» Alors il dit « oui, c'est un retour, mais je ne les avais jamais vraiment quittés. Il faut pas croire. J'avais beaucoup d'autres choses à apprendre. J'ai dû un certain temps les laisser un peu de côté, mais je ne les ai jamais quittés. Et bien au contraire, quand il y revient. Donc c'est en 1935. C'est comme je viens de dire justement à Shlomo, c'est vraiment quelque chose. Et comme Shlomo le dit lui-même, c'est la substance même de son être. C'est pas simplement donner des sources juives à certaines positions, des fondements dans les sources, c'est pas du tout ça. C'est nourrir, et même nourrir sa pensée philosophique, sa pensée sur le judaïsme et sa pensée philosophique. Alors, Joël Ancel, il y a un chapitre aussi sur judaïsme et christianisme, vous montrez la proximité à ses yeux, mais aussi la distance, et vous citez notamment cette phrase de Difficile Liberté, « Notre sympathie pour le christianisme est entière, mais elle reste d'amitié et de fraternité. Elle ne peut pas devenir paternelle. Nous ne pouvons pas reconnaître un enfant qui n'est pas le nôtre. Oui. Contre ses prétentions à l'héritage, contre son impatience d'héritier, vivant et saint, nous protestons. » Ah oui, il a beaucoup protesté. Il pensait que nous devions protester. Et avant la guerre, le but de Lévinas, il y avait une sorte de stratégie, c'est contre l'hitlérisme, il faut rassembler toutes les forces vives de l'Europe. Et le christianisme en fait partie, judaïsme, christianisme, libéralisme, donc philosophie des Lumières, et même le marxisme.
Et donc, mais ça ne veut pas du tout dire, donc il faut chercher l'élément commun, c'est la liberté. Le christianisme aussi a eu cet idéal de liberté, l'idéal européen de liberté. Il l'a incarné à sa manière, il l'a réalisé à sa manière, il l'a défendu à sa manière. Mais ce n'est pas du tout un prétexte pour oublier la différence irréductible qui sépare le judaïsme du christianisme. Et donc Lévinas parle toujours non seulement de proximité sans compromis, mais il y a un texte de 1936 où il réagit à un ouvrage qui s'appelle donc Juifs et chrétiens du père Joseph Bon-Sirvin, qui était d'ailleurs très positif envers le judaïsme, qui disait aux chrétiens il faut vous connaître les juifs, et pour connaître les juifs il faut connaître leurs textes, mais qui disait moi en tant que chrétien je ne peux pas renoncer à convertir les juifs. Et donc c'était la fraternisation, oui, mais pour convertir. Et Lévinas écrit un texte qui s'intitule « Fraterniser sans se convertir ». Donc là, vous voyez, c'est vraiment... et puis aussi, il a des formules extrêmement fortes en disant nous passons à côté de la croix, nous n'allons pas vers elle ». Donc dans un monde où il y a partout des swastikas, la croix est un symbole d'espoir. Et puis il y a des chrétiens et de protection. Il y a des chrétiens qui s'engagent aussi pour lutter contre le nazisme, contre l'antisémitisme. Mais ce n'est pas du tout. Ça s'arrête là, quoi. Il y a des différences irréductibles, tout à fait. Alors je parle de protection parce que vous arrêtez le livre avant la guerre, mais vous évoquez quand même l'échange de lettres avec Blanchot et notamment la demande de protection de la fille de Lévinas qui a été protégée par des chrétiens, pas dans un couvent. Alors d'abord, c'est vrai que la fille de Lévinas, Simone, a été d'abord recueillie par Maurice Blanchot. Donc l'ami de Lévinas, qui était son ami de toute sa vie, qui était un grand écrivain, un grand critique littéraire, et aussi un philosophe, on peut dire, qui les a cachés. Puis quand il a vu que c'était dangereux pour elle, il les a transférés dans un couvent en Normandie, qui s'est avéré être en fait un centre de la résistance. On faisait des parachutages de matériel et de résistants. Et alors c'est donc en 1900, apparemment, donc Simone Ancel est née en 1935, et donc apparemment peu de temps après la naissance de sa fille, Blanchot et Lévinas, qui ne s'étaient pas revus depuis très longtemps, peut-être depuis leurs études à Strasbourg, se rencontrent à Paris dans une brasserie. Et là, Lévinas, quand Lévinas est en captivité, donc en 1941, il rappelle à Blanchot cette rencontre et il lui dit « Tu te souviens, je t'ai parlé de cet enfant qui venait de naître et elle est tout ce qu'il me reste ». C'est une très belle lettre. Et Maurice Blanchot avait compris le message. Peut-être même avant que Lévinas le lui rappelle. C'est une lettre extrêmement frappante, enfin forte et émouvante, oui, tout à fait. Et qui concerne sa fille, qui est, soit dit en passant, votre belle-mère. Voilà, c'est un livre intéressant, très intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à la vie et à l'œuvre de Lévinas. Ça s'appelle Lévinas avant la guerre, une philosophie de l'évasion. Ça se trouve dans toutes les bonnes librairies et c'est paru aux éditions Manucius. Joël Ancel, merci. Merci bien.